Alors, bonjour à tous, bienvenue au Salon de Sémaphore. Aujourd'hui, nous nous entretenons avec France Martineau, qui est professeure titulaire à l'Université d'Ottawa, qui est spécialiste en linguistique française et au grand bonheur des éditions Sémaphore, qui est l'autrice ou l'auteur de deux romans d'autofiction, Bonsoir la muette et Ressac, qui sont deux romans complémentaires qui portent à la fois sur l'inceste, sur les traces de l'inceste, sur la mémoire de l'agresseur, de l'agressé, et aussi sur les femmes ou les hommes qui prennent la parole, les victimes qui prennent la parole et ceux qui se taisent. Alors, bonjour France. Bonjour. Bonjour Merci beaucoup Sarah. de venir à nous. Ça fait plaisir d'être ici. J'aimerais ça qu'on plonge tout de suite au cœur du sujet qui est très d'actualité ces temps-ci, donc à l'ère du MeToo. Est-ce que c'est toujours possible de parler des agressions, soit faites ou subies, de les dénoncer avec nuance? Je crois que oui, parce que le mouvement MeToo est beaucoup axé sur la dénonciation des agresseurs et c'est très bien, c'est un mouvement extraordinaire. Et de ce fait, il faut les dénoncer, hein, ces agressions-là, parce que ce sont des crimes, il faut le dire. Dans le cas d'un roman d'autofiction, en tout cas, dans mon cas à moi, ce que ça m'a permis de faire, c'est de parler un peu plus de la complexité de la relation entre l'agresseur et l'agressé. C'est très complexe. Ce sont des relations, surtout quand on parle d'agression où l'agresseur est le père, hein. Dans mon cas, c'était mon père. Le roman m'a permis de parler des ravages non seulement au moment de l'agression, donc on parle ici de l'âge d'à peu près 5 ans à 18 ans, mais aussi des ravages à très long terme dans toutes les sphères de la vie, souvent même des ravages dont on ne se rend même pas compte. Donc ça m'a permis d'explorer ça. Ce qu'il faut aussi voir, il me semble, c'est que le processus d'écriture, là je parle toujours pour moi, hein, bien sûr, le processus d'écriture, ça permet une sorte de révélation à soi d'abord. C'est un espace sécuritaire où on peut explorer un peu notre parole avant qu'elle devienne publique. Et ça permet souvent même de ramener des souvenirs qu'on avait eus parce que ils sont trop difficiles. Et puis toujours par rapport au mouvement MeToo, souvent on va dire, mais ça aura donc pris du temps pour parler. Dans mon cas, ça m'a pris presque 40 ans. Le roman, le premier, Bonsoir la muette, est sorti en 2014. Et c'est normal aussi. C'est ça qu'il faut pouvoir dire, que cette difficulté-là, elle est peut-être liée à la honte, certainement. En fait, certainement à la honte. Mais je pense aussi, et là c'est dans mon cas, à ce désir profond de normalité. On aimerait donc que cela ne se soit pas passé. Et donc, il y a tout un effet d'oublier, de nier, parce que c'est vraiment trop dur. Et donc, quand on prend la parole, je pense que c'est important de la prendre pour soi, bien sûr. Et là, on se rend compte qu'il y a d'autres personnes, comme dans le mouvement MeToo, qui ont subi des choses semblables. Puis en même temps, se dire, on prend la parole, oui, on la libère, cette parole-là, elle devient partagée avec d'autres personnes, elle devient aussi entendue par des gens qui peut-être n'ont pas encore pris la parole et c'est là qu'il faut être excessivement délicat, attentionné, parce que ceux qui n'ont pas pris la parole, il y a plein de raisons pour lesquelles ils n'apprennent pas ces paroles-là. Donc, quand on a le privilège, en fait, d'écrire, puis de parler de son expérience qui peut être partagée, je pense qu'il faut le faire en nuance. En tout cas, dans un roman, on a cette chance de le faire en nuance, c'est ce que je veux dire. Et j'ai pu donc vraiment explorer la relation qui était avec mon père, qui était... Parce que un père, c'est une personne importante dans la vie d'un enfant. C'est un agresseur, mais aussi, il a d'autres facettes. Et ces autres facettes-là, parfois, on a tendance à vouloir se souvenir de ces facettes-là pour oublier l'autre, mais l'autre, elle est là, puis elle nous marque pour la vie. Hein, pour la vie. Donc oui, on peut être nuancé encore à l'ère de... Enfin, il faut l'être. C'est ce que je veux dire. Il faut l'être. Il faut dénoncer. Ça, c'est la première chose. Et je pense qu'il faut le faire de façon nuancée. Parce que ce sont des relations tellement complexes. On sent dans les deux romans le changement de ton, quand même. Dans Bonsoir la muette,
Le ton est beaucoup plus mesuré. On sent qu'il y a une recherche de comprendre ce qui s'est passé. Il y a beaucoup plus d'agitation du côté de Ressac. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Ce que tu disais, hein, les deux romans sont liés. Ils peuvent être lus séparément, toutefois, puis dans l'ordre que l'on veut aussi. Donc ça, c'est une chose. Je pense qu'ils sont liés, en fait, par l'aspect mortifère de la mère, parce que le premier roman, Bonsoir la nuit muette, commence par la mort de ma mère, son agonie à l'hôpital, lorsque je suis adulte, et le deuxième, vers la fin, on sent que, bon, il y a eu une décision assez épouvantable de la part de la mère, en tout cas, un événement très, très mortifère aussi. Donc, les deux sont liés par le personnage de la mère qui est là central, mais dans le premier roman, je parle plus précisément de mon père, des agressions de mon père. Et ça, il fallait un autre style. Donc, les styles sont différents parce que les thèmes sont différents. Du côté de mon père, les agressions, ben, c'est toute la fragmentation de la mémoire des événements. On ne se souvient pas de façon narrative d'une agression, surtout quand on est enfant. Et puis en plus, comme enfant, on est à peu près incapable de nommer ce qui se passe. On sait qu'on a été puni, mais puni, ça recouvre plein de choses. Et dans ce cas-là, ça voulait dire aussi des agressions sexuelles. Donc, ce que j'ai voulu faire, c'est montrer la perspective de l'enfant, les mots de l'enfant, donc travailler cette perspective-là de façon à montrer la fragmentation de la mémoire de l'enfant, de l'adulte et comment on revient sur cette mémoire-là qui est parcellaire, comment on s'interroge sur notre propre mémoire, parce qu'il y a toujours celle du père qui revient, qui est celle, le message d'autorité, si on peut dire. Donc ça, c'était la raison pour laquelle j'ai travaillé en petits chapitres, si on peut dire, en petites images du côté de Bonsoir la muette. Du côté de Ressac, c'est tout à fait autre chose. J'ai voulu parler du vide de ma mère, sa négligence. Et là, comment on fait pour attraper le vide? Comment on fait pour parler du vide? C'est excessivement difficile. Et la façon que j'essaie que j'ai suivie, c'est d'essayer de voir est-ce que par des objets qui étaient les objets de ma mère, je pouvais arriver à saisir un peu cette mère fuante-là, à retourner dans le temps pour voir à quel moment ça avait dérapé, à quel moment dans sa vie de jeune fille, elle s'était fermée au monde, parce que c'est vraiment ce qui est arrivé. Et donc, le roman est cette quête de la mère, de reconstruction de la mère, presque une volonté de la sauver d'elle-même, de ce destin qui l'attend. Et ça pose évidemment toujours la question de dans quelle mesure on est maître de son destin. Qu'est-ce que ma mère aurait pu faire pour, une fois qu'elle s'était engagée dans cette relation qui était toxique avec mon père, pour changer? Pourquoi ne l'a-t-elle pas fait? Bon, il y a des raisons sociales, bien sûr, des raisons économiques, mais quels sont ces... Et est-ce que ce destin-là, les effets de ce destin-là, et je pense que ça pose vraiment la question que comme individu, est-ce qu'on peut changer? Est-ce qu'on est obligé de porter un destin familial? Je ne pense pas. Je pense qu'on peut changer d'une génération à l'autre. Moi, je le vois beaucoup. Par exemple, je pense qu'aucun des membres de ma famille a, j'en suis certaine, a reproduit ce patron familial-là. En fait, on est allé complètement à l'opposé. De peur de se retrouver dans le pôle de l'agression, on est allé complètement à l'opposé. Donc, c'est important ça aussi de le mentionner. C'est pas parce qu'on a vécu ça qu'on est obligé de le porter toute sa vie. On est marqué, mais on peut aussi, c'est une partie de soi. On est autre chose, une personne entière. Donc, c'est un peu pour ça que les deux romans sont, le thème est différent, le style est un tout petit peu différent, mais bon, c'est toujours la même personne qui l'a écrit. C'est important de voir qu'on ne peut pas parler de quelque chose de la même façon selon le thème. Si je parle d'agression, selon moi, je ne peux pas décrire l'agression. La décrire,
c'est tellement je n'arriverai jamais à parler de l'émotion de cette agression-là. Donc, dans Bonsoir la muette, on sent beaucoup les silences, l'oppression, l'enfermement de l'enfant, de l'adolescent qui va grandissant. Mais c'est cette émotion-là que j'ai voulu faire sentir, qui est juste. Il n'y a aucune description et c'est voulu, ça aussi. Si on revient à cette question de choix, il y a le choix que vous avez eu une fois, le choix réel dans la vie de passer sinon à autre chose, de passer à d'autres façons de faire. Mais aussi, en tant qu'autrice d'une autofiction, il y a des choix à opérer. Et ma dernière question découle justement de ce choix-là d'auteur et non du choix de France Martineau, la personne sociale. C'est la controverse autour de Yoga d'Emmanuel Carrère a ramené à l'heure du jour ce droit de parler de tout ou de tout dire ou de parler de tous dans l'autofiction. Et j'aimerais te poser la question, est-ce qu'on a le droit de tout dire ou de nommer dans l'autofiction, surtout dans le cas où on dénonce quelque chose qui est quand même assez horrible? Oui, tout à fait. La question peut-être sous-jacente à ça, c'est aussi comment peut-on décrire la violence? Est-ce qu'on peut décrire la violence sans parler de l'agresseur? Hein? Ça, c'est une des grosses questions. Est-ce qu'on peut décrire une violence familiale sans ne pas parler aussi de la famille? Dans mon cas, j'ai décidé, par exemple, de garder mon prénom comme auteur, mais aussi mon nom de famille, qui est le nom de mon agresseur. C'est le nom de famille de mon agresseur, de ne pas cacher sous un pseudonyme. Pour une raison, c'est important pour moi, pour reprendre possession de mon corps, Martineau, ça fait partie de mon identité, de pouvoir dire, je vais aussi signer sous ce nom-là. Ça avait des effets parce que je suis professeure à l'Université d'Ottawa, donc ça voulait dire que tout le reste le pan scientifique, professionnel, était pour être teinté par cette dénonciation-là. Mes enfants portent ce nom-là aussi. Mais c'était vraiment un choix de dire, mon identité, cette personne-là a vécu ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour ceux qui viennent avec ce choix-là que j'ai fait? Première chose qu'il faut savoir, c'est que on savait déjà dans la famille que mon père était un agresseur. C'était connu bien avant les romans. Tout a explosé lorsque ma mère est décédée en 2010. Ça fait sauter la marmite pour moi, pour mes frères et sœurs aussi. Mais c'était connu d'elle aussi d'ailleurs. Hein? Elle le savait. Donc, c'était pas une dénonciation, c'était une dénonciation publique, mais c'était pas une dénonciation familiale. Donc, dans le premier roman, j'ai changé les prénoms, dans le deuxième aussi. Mais bon, les gens se reconnaissent. Je n'ai pas fait lire les romans à mes frères et sœurs avant. Ils le savaient que j'étais en train de le faire, mais je ne l'ai pas fait lire. Ils l'ont lu, par contre, après. Ils étaient d'accord avec ce que j'avais fait. Ça aussi, c'est important de le dire. Donc, et peut-être le plus important, c'est que c'est ma perspective à moi. Donc, en autofiction, on parle de sa perspective à soi. Et tous les autres personnages sont là pour mettre en lumière la perspective. Donc, c'est des choses qui appartenaient aux autres personnages, mes frères, mes sœurs. Je ne les ai pas révélés. C'est à eux. S'ils veulent révéler ce qu'ils ont subi, ils peuvent le faire, ils le feront. Mais ce n'est pas à moi de le faire. C'est peut-être là la limite, je pense, de l'autofiction. Et il faut voir que l'autofiction, selon moi, est très, très près de la fiction. C'est un roman, hein? Ce n'est pas un témoignage. Donc, il y a une construction littéraire, il y a une sélection de faits, il y a des faits qui sont tout simplement omis parce qu'ils ne vont pas dans la trame narrative, ils vont surcharger la trame narrative. Il y en a d'autres tout simplement, j'ai fait le choix de ne pas en parler. Et puis, pour le bien de mes frères, mes sœurs, le bien d'autres membres de la famille, mais pour mon bien à moi aussi. Parce qu'il y a des choses que je ne désire pas révéler parce que ce serait pas de l'ordre du roman, de ce roman, de l'objectif littéraire que j'avais. Souvent, on va prendre le roman
comme un témoignage d'autofiction, mais il y a un travail qui fait, le travail sur les dialogues. Les dialogues, ce n'est pas ce qui a été dit au moment précis. Il y a un travail dessus, il n'y a pas les hésitations, il n'y a pas les respirations, il n'y a pas les redites. Il y a un travail sur le dialogue, sur la phrase, sur la mise en contexte. Et tout est vrai, mais il y a une construction. Et dans cette construction-là, je pense qu'il faut faire attention de ne pas blesser des gens qui, surtout dans le cas des agressions, qui ne désirent pas, à ce moment-là, que ce soit su. On peut essayer d'imaginer qu'un agresseur, tel que mon père, a pu faire des ravages ailleurs, mais ça ne m'appartient pas à moi, effectivement. C'est au-delà. Ça, c'est la sphère publique. Mais ça peut encourager, par contre, des gens à le faire. Le roman, j'ai eu beaucoup de gens qui sont venus me voir en me disant « ça m'a fait du bien, votre roman. Je me suis reconnue. Ça m'a permis de le dire. » Tant mieux. Le roman n'est pas, l'objectif n'est pas thérapeutique. Mais si il peut devenir thérapeutique, tant mieux. Tant mieux. Mais donc, c'est un peu ça pour moi. La limite, c'est que oui, parce qu'on est dans l'autofiction et que c'est une construction et qu'on, comme auteur, je tiens les rênes de mon roman, de mon histoire, de ma trame narrative et je peux décider qu'à un moment donné, ce n'est pas nécessaire de le dire. Ou même, c'était nécessaire que c'est trop difficile pour quelqu'un d'autre et que le roman peut vivre sa vie sans que j'ai besoin de le mentionner. C'est un peu ça pour moi les limites, en tout cas personnellement. Chacun, c'est une question morale, hein, où chacun y va de sa façon de voir les choses. Je ne peux pas parler pour les autres. Mais c'est excellent. Moi, j'aimerais souligner que, comme tu dis, ce n'est pas un témoignage, ce sont deux œuvres littéraires. Mais ça le fait œuvre utile. Nous, on a pu le voir dans les salons aussi. J'aimerais te remercier encore une fois de nous avoir fait confiance avec ces deux beaux romans. Je veux les remontrer pour que les gens le voient. Bonsoir la Nuette et Ressac. Deux excellents romans qui ont fait du bien pour les littéraires, mais qui ont fait œuvre utile malgré tout. Oui. Ben, je voudrais quand même te remercier Tania de cette entrevue, mais aussi remercier les éditions Sémaphore, toute l'équipe, en particulier Lise Demers, qui m'a fait confiance pour les deux romans. Et ça, c'est important aussi. Et du travail aussi qui a été fait avec l'équipe à tous les points de vue, durant tout le processus, jusqu'à la maquette aussi. Donc, un grand, grand merci aux éditions Sémaphore. Ça nous a fait grand plaisir. Puis merci à toi pour le temps et tes propos aujourd'hui.